Donc, bienvenue à notre premier balado. Très heureuse de vous rencontrer ici chez nous, chez Alliance Ressources Humaines. J'avoue que c'est un défi que mon équipe m'a lancé. On doit des fois se sortir de notre zone de confort. Donc, aujourd'hui, bien humblement, nous allons parler des parcours atypiques. Donc, les parcours de carrière là, qui fait en sorte qu'on ne suit pas une ligne préétablie. Je vais vous expliquer là, plus tard là, les concepts concernant les carrières atypiques. Tout d'abord aussi, j'aimerais me présenter. Stéphanie Perrault d'Alliance Ressources Humaines, présidente d'une entreprise de services en gestion des ressources humaines. On a 2 services super à vous offrir. Premier service, recrutement chasse de tête, et le deuxième, c'est tout ce qui englobe là, les services conseils. En fait, tout ce qui touche la gestion des employés au quotidien. Aussi, j'aimerais remercier MV Marketing et son équipe, Maxime, qui sont là, qui sont avec nous dans le défi d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Et aussi Joanie, ma collègue de travail, qui a vraiment monté tout ça là, de main de maître. Alors, merci beaucoup. J'ai des super invités à vous présenter. Des invités que je connais bien sûr et qui ont vraiment un parcours incroyable à nous expliquer. Mais avant de leur laisser la parole, je voudrais quand même vous parler un peu des concepts de tout ce qui touche les parcours atypiques. Donc, j'ai goût de vous mettre un peu en situation. Comment ça se fait qu'une coiffeuse qui a peut-être fait ce métier-là toute sa vie réussit à décrocher un emploi dans un poste de représentant sur la route ou au niveau du développement des affaires. Même chose, comment un spécialiste en technologie de l'information réussit à devenir un conseiller financier ou même un directeur de banque. Mais tout ça vient du fait que ces gens-là ont des parcours atypiques. C'est-à-dire que soit leur scolarité ne correspond pas à leur travail qu'ils font, soit inversement, ils ont des emplois qu'ils ont fait durant leur carrière, mais qui ne correspondent pas du tout, qui ont des changements majeurs dans leur carrière, c'est-à-dire qu'ils changent de secteur d'activité au cours de leur carrière. Ça peut être aussi des gens qui ont voyagé, ils ont des trous dans leur CV. Nous, les recruteurs, des fois, on a une tendance à les juger, ces gens-là, en se disant qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie. Comment ça se fait qu'on a un trou de 5 ans? Mais ça se peut que ces gens-là ont voyagé partout à travers le monde et qui ont des choses vraiment intéressantes à nous apporter. Ça peut être tout ça, ça peut être les réorientations de carrière, c'est-à-dire que rendu à un certain âge, on a le goût de changer drastiquement de carrière, d'où pourquoi des fois on voit des gens qui ont été en usine, mais qui deviennent par exemple des acupuncteurs. Donc on regarde ça sur le CV et on se dit, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on passe d'un emploi à l'autre et qu'il n'y a pas de fil conducteur. Donc, c'est ce qu'on appelle des parcours atypiques et j'ai vraiment bien hâte d'entendre nos invités là-dessus. Donc, je commence par Gabrielle Bourgeois-Boucher. Gabrielle, j'aimerais bien que tu nous parles de ton parcours en résumé, ton parcours atypique et de ta scolarité. Parfait, mais en fait... Comme plusieurs, j'ai commencé à 14 ans dans une petite crèmerie, là, donc j'ai appris un petit peu avec le service à la clientèle, etc. C'est de ça pour payer les études, un peu en restauration. J'ai été aux études en gestion de commerce, ensuite de ça, j'ai fait administration des affaires, profil marketing. À la fin de mes études, j'ai été directrice d'une succursale dans le domaine industriel, donc je travaillais avec mes capes d'acier, les mains... sales dans les usines. Je gérais les inventaires en fait de mes clients. Puis rapidement, j'ai fait quand même quelques années là-bas, mais ça coordonnait pas à un certain moment de ma vie là, à ce que je voulais tout au long de ma vie. Donc j'ai fait le saut vers les RH. Donc voilà, en service conseil, là, donc c'est quand même... il a fallu que je retourne aux études pour en apprendre davantage à ce niveau-là. Donc, rapidement, là, voilà mon parcours professionnel. Donc, tu es passé d'un parcours où tu as travaillé dans une crèmerie. Je sais que tu as aussi voyagé un peu.
Par la suite, tu as travaillé dans un commerce là, au niveau industriel et tu as fait le grand saut en ressources humaines pour notre grand bonheur. Donc, merci. C'est au tour de Jean-François. Jean-François, un peu les mêmes questions. Explique-nous, c'est quoi ton parcours? À la base, moi, j'ai toujours été un passionné d'action politique, mais spécifiquement des parlementaires. Parce que je me disais, je crois que je peux apporter une contribution à ma société, à ma région. Jeune, j'adhérais déjà à la philosophie et aux valeurs de ma formation politique. Et je me disais, il n'est pas question que je dépende de personne dans le milieu pour me rendre à ce chemin-là. Donc, très tôt, j'ai commencé à travailler pour payer mes études. Pas être un fardeau pour mes parents aussi. Donc, je cassais du tabac à l'époque. Aujourd'hui, on dit casser du tabac, j'ai l'impression qu'on parle d'une autre époque, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait peut-être de 200 producteurs de tabac dans la région de la Naudière au début des années 80. Donc, c'était très payant à l'époque. Mais j'ai commencé, justement, mes premiers emplois, c'était à casser du tabac. Et par la suite, j'ai travaillé en usine aussi dans le domaine du plastique. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à l'université tout en travaillant sur mon objectif politique. Et j'ai étudié en sciences politiques, je me suis spécialisé en relations internationales. Vous voyez qu'on est loin du tabac. Mais toujours avec cette optique-là de faire de la politique. J'ai fait ma maîtrise par la suite en histoire. Et par la suite, j'ai tenté une expérience politique. Mais évidemment, en politique, souvent, c'est pas nécessairement qui tu es, ce que tu peux apporter, mais c'est aussi une question de conjoncture, ce que les anglophones appellent le timing. Donc, le timing était pour rendez-vous. Et là, j'ai poursuivi dans le domaine. J'ai travaillé en politique dans un cabinet fédéral. J'ai été coordonnateur, directeur des opérations pour ma formation politique. J'ai travaillé aussi en ressources humaines. C'était vraiment un coup de cœur comme recruteur. Et par la suite, été directeur également de ressources humaines pour une entreprise où j'ai vraiment adoré ça, mais le recrutement, je voyais vraiment là, ce que je voulais faire un peu en politique. Quand tu es en recrutement, et ça, vous le savez, mesdames, vous avez l'opportunité de donner une chance à quelqu'un de s'accomplir. Quand quelqu'un veut vraiment travailler, là, puis là, vous décrochez l'emploi que la personne de rêve, quoi de plus beau en fin de journée. Mais c'est un peu ça que je voulais faire en politique. Je me disais, je veux aider les gens de mon coin. Je veux être un catalyseur dans ce domaine-là. Et par la suite, j'ai passé 10 ans à l'Assemblée nationale, entre autres comme directeur de bureau, attaché politique. Donc, encore une fois, ça m'a amené à être en contact avec les gens, mais c'était pas la même chose. C'est pas... quand tu travailles dans un bureau, c'est pas toi qui... C'est pas une question d'ego, mais tu es au service de ton bureau, de ton élu, donc tu dois aligner tes valeurs avec les siennes, donc c'est pas la même chose. Et éventuellement, c'est ça. Il fait que j'ai pris une décision on parle de parcours atypique, de dire, bon, ben, je mets fin à ce parcours-là et je regarde ailleurs. C'est un peu ça mon... Et ce ailleurs-là t'a amené où, Jean-François? Ça m'a amené, premièrement, après 10 ans à l'Assemblée nationale, j'avais l'impression d'être dans une bulle un peu, au point même où je me demandais ce que je valais. C'est-à-dire, est-ce que je suis simplement bon à faire des élections? Est-ce que je suis simplement bon à régler des problèmes avec la machine gouvernementale pour aider des organismes ou des citoyens? Je me dis, est-ce que je suis vraiment en fait? J'ai passé une entrevue. Et durant l'entrevue, la personne qui conduisait l'entrevue avait, je dirais, pourquoi une attitude un peu condescendante envers mon parcours académique. Comme si ce qui avait été fait en sciences politiques, en histoire, c'était rien versus la gestion. Dans ma tête, je me disais, bon, regarde, pour dire ça, c'est que tu n'as probablement jamais rédigé une mémoire de maîtrise, tu ne l'as probablement jamais amené à terme. Si tu avais fait ça, peut-être que tu verrais ça d'un autre angle. Pas nécessairement dire que c'est parfait, mais avoir un certain respect. Mais, souvent, on dit, peut-être c'est un cliché, on dit souvent qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Tu sais que cette expérience-là, qui n'était pas nécessairement négative, je me suis dit, bon, là, qu'est-ce que je fais maintenant? Tout en restant à mon emploi, j'ai décidé de m'inscrire à un programme de maîtrise en administration des affaires, le fameux MBA. Je l'ai fait, par exemple, pour cadre, avec l'École des sciences de la gestion de l'UQAM et l'Université Paris-Dauphine, pour me donner aussi une perspective plus internationale, une perspective européenne, pas uniquement pour dire que je vais accrocher un autre diplôme, mais c'est être plus complet.
dans mon approche. Je peux être capable de voir un peu, oui, il y a l'approche nord-américaine, mais on a l'approche européenne. Comment on peut aller chercher le meilleur de ces deux approches-là? C'est un peu ça qui me guidait. Et j'avais même pas terminé encore mon MBA que je pense que je peux le dire, j'ai été contacté par Stéphanie pour un poste de directeur général à la municipalité de Sainte-Marceline de Kildare. Là, vous me dites, on est loin des relations internationales, mais il y a un fil conducteur, par exemple. C'est le service aux citoyens. C'est un gouvernement de proximité municipal. Donc, je me suis dit, je viens de sortir de mon milieu politique, plus partisan, aller vraiment faire de la gestion de municipalité, mais une gestion de terrain, où le citoyen est notre client principal, mais aussi notre patron. Le citoyen, c'est la prunelle de nos yeux lorsqu'on travaille dans le service public, si on le fait de façon consciencieuse. Donc, c'est un peu ça qui m'a guidé. Toujours, un parcours peut être atypique, mais les principes et les valeurs, elles restent les mêmes. Et souvent, la vie nous amène, quelquefois, dans des drôles de directions. Justement, parlez-nous là, des compétences que toutes les deux vous avez acquis durant votre carrière, puis qui donnent justement le fil conducteur à votre carrière présentement, le poste que vous occupez présentement. On va commencer par toi, Gabrielle. Parle-moi de tes compétences qui t'ont servi peut-être de la crèmerie jusqu'à consultante en ressources humaines. Bien, en fait, il y en a plusieurs. Je pense que je commencerai par l'écoute, c'est-à-dire l'écoute à la clientèle, mais aussi quand tu écoutes bien ton client, tu vois rapidement la pensée stratégique. Donc, ton client peut te dire une chose, mais pas simplement... dans le fond, il y a beaucoup d'autres choses derrière ce qu'il dit. Donc, à vraiment avoir une vision globale de son besoin, de son problème, si c'est le cas. Donc, avoir vraiment une vision macro. Donc, pour moi, ça m'a vraiment été pertinent autant dans le domaine industriel quand mon client me disait, ben j'ai un problème avec mon inventaire, qu'au niveau RH, quand il me dit j'ai un problème RH, ben oui, probablement qu'il y a un problème RH, mais il y a peut-être d'autres problèmes qui touchent d'autres sphères que les RH. Donc, côté communication, en fait, c'est très, très, très important dans tout le parcours finalement professionnel que j'ai eu. Donc, avec ça, on développe aussi notre pensée stratégique finalement. Je pense que la base de ça, c'est ça. Puis après ça, ben, la curiosité. Donc, on est curieux d'en savoir davantage sur notre domaine, on est curieux d'en savoir davantage sur notre client. Puis par le fait même, ben, on est curieux de retourner à l'école. Puis d'en apprendre davantage. Parce que toi, Gabrielle, tu es retournée à l'école oui. Quand tu as commencé là, en ressources humaines. Qu'est-ce qui t'a motivé justement? Est-ce que c'est parce que tu te sentais comme un imposteur dans le domaine ou qu'est-ce qui t'a motivé à retourner? En fait, c'était un amalgame de plusieurs choses, effectivement. Dans le cadre de mon parcours académique, j'avais eu beaucoup de cours en ressources humaines. Ceci étant dit, pour moi, les ressources humaines, c'était gérer des problèmes. Je me disais, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire, mais j'avais de la facilité avec tous mes cours de ressources humaines. Mais là, quand j'ai vraiment mis les deux mains dedans, j'ai compris que c'était pas juste de gérer les problèmes, mais que j'avais davantage l'impression un peu d'avoir pas de changer le monde, mais bon, d'avoir vraiment un impact positif sur les organisations, sur les employés, sur les gens, etc. Donc, finalement, c'est ça, là, j'ai décidé de retourner à l'école pour en apprendre davantage, pour être plus un atout pour mes clients, mais aussi parce que, bon, je devais retourner à l'école pour bien servir ma clientèle, puis ce que j'ai appris à l'école, surtout, c'est que jamais je vais tout connaître des RH. Ça n'arrivera jamais. Même quand que je vais avoir 60 ans, j'aurai jamais toutes les réponses. Donc, j'ai appris à être humble, finalement, avec mon domaine. Donc voilà. Donc, il y a aussi tout le côté service à clientèle, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Gabrielle a servi des cornets de crème glacée. Donc, elle était très patiente avec ses clients. Ça t'a même servi jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand ils changent d'idée, puis qu'en fait, compte, ils se sont trompés. Oui. Mais ça va jusque-là, les profils atypiques. Hein, on parle aussi de compétences, des compétences douces, hein, c'est des compétences qui sont au niveau des soft skills, ce qu'on appelle. Bien, c'est ça, ce genre de compétences-là, c'est des compétences de service à clientèle, d'écoute, d'entre-gens, qu'on peut développer dans nos expériences même d'étudiants, puis qu'on va transposer dans nos postes de fil en aiguille.
Jean-François, toi, parle-nous de tes compétences que tu as acquises de ton premier emploi. Qu'est-ce qui te sert encore aujourd'hui? Oh, mon premier emploi, disons que c'était. C'était Pas les peut-être champs de tabac, c'était une certaine résilience, c'était de. C'est la persévérance. Oui, parce que c'était, encore une fois, c'est une époque qui évolue, là, mais c'était du travail vraiment à la chaîne. Tu es dans un champ et tu casses littéralement des feuilles de tabac, donc c'est l'endurance au niveau des bras. Il y a de la discipline aussi, parce qu'il faut... Oui, il faut rouler, il y a un aspect de discipline, et par la suite, au niveau des autres emplois, je dirais, puis surtout le domaine politique versus aujourd'hui, c'est toute la question, les questions relationnelles. Comment je peux dire ça? C'est ce qu'on a le droit de faire, on n'a pas nécessairement le droit d'en abuser. Autrement dit, tout est une question d'attitude. Comment on compose avec les gens? On avait un premier ministre, Robert Bourassa, qui disait la politique, c'est l'art de concilier les contraires. À quelque part, en politique, c'est ça un peu qu'on apprend si on veut survivre. Et ça, c'est quelque chose qui se transpose en entreprise. Parce qu'on ne peut pas arriver en disant oui, j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de faire ça, puis voici le règlement. Puis même chose au municipal, de dire, bon, c'est ça ma prérogative, je la fais. Ben, à un moment donné, ils ne veulent pas, on peut créer des crises qui sont tellement inutiles. Alors, quand on peut donner le temps d'expliquer, puis en ayant, je crois, la bonne attitude, puis aussi en appréciant les gens avec qui on compose, ben, je pense qu'on peut faire des points intéressants. En politique, des choses que j'ai appris, c'est que si tu voulais survivre, c'était pas nécessairement de créer des ennemis à l'interne, y compris des formations politiques adverses. Tu sais pas qui tu vas rencontrer par la suite, qu'est-ce qui peut se passer. Puis c'est la même chose en entreprise. Si tu te mets à faire la guerre à des gens dans un département, à un moment donné, tu peux les trouver sur ton chemin, ou avec des gens d'une autre entreprise, et toi, tu t'en vas travailler après cette entreprise-là, ou cette personne-là avec qui tu as eu des affrontements épiques, vient te retrouver, mais que tu n'as pas joué, dans le fond, selon les règles. Ça crée des situations qui peuvent devenir inconfortables. Donc, c'est une chose que j'ai appris en politique, ça a été l'importance du relationnel. D'être sincère, évidemment. Le relationnel ne veut pas dire jouer avec les gens, ça veut dire d'être sincère avec les gens. Et de regarder aussi, puis ça, je pense que je tiens ça aussi de la politique du judo, c'était de dire, est-ce que ce combat-là est nécessaire? Est-ce qu'on doit se livrer ce combat-là, où on peut trouver un terrain d'entente dans lequel on va être gagnant tous les deux? Ça ne veut pas dire d'être faible, ça ne veut pas dire de plier, ça veut juste dire, bon, je pense qu'on peut se parler en personne. Personne raisonnable. On apprend les valeurs éthiques aussi. Être éthique, ça peut être autant dans notre vie professionnelle que personnelle, mais la relation, de conserver une relation avec les gens, que ça soit dans tous les domaines d'activité, c'est vrai que ça l'aide pour les parcours atypiques. Si vous changez souvent d'emploi, si vous êtes vraiment un parcours où vous changez d'emploi aux 18 mois, bien le fait de garder une bonne relation va toujours vous aider à poursuivre votre carrière là, durant les années. Moi, j'ai goût de vous entendre sur vos entrevues parce que vous avez changé de secteur d'activité. Tantôt, Jean-François, tu l'as mentionné, il y a eu peut-être une mauvaise expérience avec un recruteur ou une personne, on ne veut pas la nommer, c'est pas ça le but. Mais comment on vous a fait sentir? Parce que je vous cacherai pas, là, nous, on en fait du recrutement, on regarde les CV, c'est assez facile de dire « Oh mon Dieu, ça n'a pas lieu d'être, cette candidature-là », puis de la rejeter d'emblée sans un peu regarder au-delà des expériences, de voir le potentiel du candidat ou de la candidate. Moi, j'aimerais ça vous entendre sur vos entrevues, comment vous avez fait pour décrocher des emplois de rêve ou vos emplois que vous avez peut-être présentement ou les autres emplois antérieurement, là. Fait que j'ai goût de t'entendre là-dessus, Jean-François. Ben, je sentais vraiment, au niveau de cette entrevue-là, que je n'étais pas à ma place, carrément. Gabriel parlait un peu du syndrome de l'imposteur. Je me disais, mais en fait, je me faisais dire, t'es là, mais je me demande pourquoi t'es là. Bon, ok, c'est assez particulier. Mais après ça, c'est de la question de dire, bon, comment je prends ça? Comment est-ce que je vais aller me chercher des outils supplémentaires? On parlait tout à l'heure des compétences supplémentaires. Mais en même temps, ça m'a fait réfléchir aussi sur ce que j'avais appris, ce que j'avais étudié. Je donne un exemple de sciences politiques. Dans le milieu des années 90, on parlait suite à la fin de la guerre froide, on disait, bon, si tu as vaincu une armée étrangère, comment tu construis la paix? Et là, on voyait toutes les difficultés qui émergeaient. Vous voyez la crise afghane qui se termine aujourd'hui, c'est un bel exemple.
plusieurs années de présence militaire. Et est-ce qu'on a changé les choses en Afghanistan? Vous avez vu ce qui se passe présentement? J'ai pas mis d'en douter. Transposer ça à l'entreprise privée ou à une institution. Changer une structure, c'est facile. Allez, voici ta nouvelle structure, voici ton nouveau cadre. Changer une culture. Si la culture ne suit pas, la structure ne fonctionnera pas. Effectivement. C'est vrai en politique, c'est vrai en entreprise. Oui. On va aller plus loin en histoire. Gabriel parlait aussi, j'ai aimé ça, de la perspective macro. L'histoire, si fait de la bonne façon, si étudiée de la bonne façon, en mettant de côté les billets et les préférences idéologiques, on prend un recul, on est loyal envers les faits, et on ne s'enthousiasme pas envers une seule source. Quelque chose en entreprise. Qu'est-ce qui se passe quand on pose un diagnostic? La source qu'on a, ce qu'elle est la bonne. Après ça, on regarde plus loin un peu qu'est-ce qui a été écrit, qu'est-ce qui a été dit. On en discutait un peu tout à l'heure, je donnais l'exemple du philosophe florentin Machiavel, qui était en contact avec la cour des Médicis, avec les Borgia. Machiavel, on lui a attribué des propos, selon moi, qui sont faux. D'ailleurs, il n'a jamais écrit « La fin justifie les moyens ». Mais Machiavel parlait de la vérité effective. La vérité effective, c'est quoi pour un chef d'État, pour une ou un gestionnaire? C'est de voir la vérité telle qu'elle est, pas comme on veut la voir. Machiavel donnait comme prescription d'être constamment dans l'action, mais en même temps d'avoir un certain recul pour apporter, poser le geste approprié dans le contexte approprié. Ça, c'est très important. On est au 16e siècle. On doit transposer ça aujourd'hui en entreprise. Prenez l'exemple de Sears. Si Sears avait été constamment dans l'action, eux qui étaient des pionniers en matière de distribution, rappelez-vous le catalogue, les comptoirs Sears, s'ils avaient suivi le mouvement avec Internet, ça ne serait pas Amazon aujourd'hui qui distribuerait les produits. Il y a fortes chances que ce soit Sears. Mais Sears est resté campé dans un modèle fixe. Donc, discourir longtemps sur cette pensée-là, mais ça donne une idée au niveau des enseignements de l'histoire, de dire comment on peut le transposer en entreprise, en organisation. Mais évidemment, le tout doit être, et c'est pour ça aussi que j'ai eu l'humilité de dire, bon, je vais aller faire mon MBA, je vais aller chercher des compétences plus techniques, tout en n'oubliant pas cette notion-là de prendre du recul, d'étudier, puis je reviens encore une fois là-dessus, loyal aux faits, et pas s'enthousiasmer vers une seule source. N'oublions jamais Chateaubriand qui disait de prendre garde à l'histoire officielle, tant et aussi longtemps que l'imposture se chargera de la décrire. Et je pense qu'on en est là. Tout ce que tu as appris en histoire, avec tes études, ouais. Ils te servent encore aujourd'hui dans ton milieu. Beaucoup. J'ai Gabrielle. Gabrielle, moi, je veux que tu me... Parce que moi, je le sais, elle me l'a déjà conté. Mais explique-moi comment tu as fait pour accéder à ton poste de direction. Oui. En fait, dans le domaine industriel, juste pour se mettre en contexte, en terminant... en fait, je suis encore aux études à l'université, donc je travaillais à temps partiel dans la succursale que mon collègue et moi avons ouvert. Faut comprendre qu'à l'époque, je travaillais pour une grosse multinationale. Donc, on a ouvert une succursale dans la région. Donc, on a vraiment mis la main à la pâte, c'est-à-dire que même sur la construction, je veux dire, on a même posé les plaintes là, dans la succursale. On va l'utiliser pour Alliance Ressources Humaines. On a des petits travaux. C'est ça, j'ai fait des travaux de construction. Donc, j'avais réellement le sentiment d'appartenance envers cette succursale-là. Et puis, bon... Le manager qu'on avait à l'époque est resté 3 mois à peine. Donc, le poste était disponible. Moi, ce poste-là m'intéressait grandement. C'est sûr que c'est un milieu d'hommes. Moi, j'étais encore aux études à l'époque, mais je me suis dit, ce poste-là, c'est pour moi. J'ai compris entre les branches qui était à peu près promis à quelqu'un d'autre, mais je me suis dit non, ce poste-là est pour moi. Donc, on reconnaît cette détermination. Oui, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu de ma pensée un peu macro. Donc, j'ai pensé à comment j'allais amener cette succursale-là dans 1 an, dans 5 ans. Donc, j'ai fait un plan stratégique, finalement, sur comment j'allais amener les ventes, l'inventaire, les RH, les marges de profit, évidemment. Puis, j'ai fait une présentation, finalement, lors de mon entrevue. Donc, c'est moi qui ai l'idée de l'entrevue au début. Je leur ai demandé les managers qui étaient là à l'époque ont commencé leurs questions. J'ai dit, je vous arrête tout de suite. Je vais vous présenter ce que j'ai à vous présenter. Puis après ça, vous me poserez des questions si vous en avez.
Il n'y avait pas beaucoup de questions à la fin de l'entrevue. Puis je me suis dit, ben écoutez, j'ai tout donné, donc si je l'ai pas, c'est que vraiment je suis pas due. Mais j'ai eu le poste, heureusement, j'étais contente. Donc c'est ça, pendant quelques années, j'ai quand même atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Donc ce qui est intéressant, c'est que faut pas juste voir une vision. Donc oui, j'étais dans la gestion d'inventaire, mais là ici, j'avais une succursale complète à gérer. Là, donc il fallait pas juste que je vois la partie gestion d'inventaire. Il fallait que je vois la partie RH, la partie marge de profit, la partie nouvelle clientèle, parce qu'on s'entend, quand on a commencé, on n'avait pas un client. En fait, on avait un client. On avait un seul client. Donc, comment j'allais faire pour atteindre tout ça? Donc, l'idée, c'était vraiment de prendre le taureau par les cornes, puis pas se laisser imposer par le fait que j'étais une femme dans un milieu d'hommes. Ceci étant dit, il faut quand même que je dise qu'à l'époque, j'avais un mentor, en fait, qui était une femme qui, elle aussi, était une femme forte qui m'inspirait beaucoup à l'époque. Donc c'était un petit peu mon modèle. Je me suis dit, ben, tu sais, elle a fait un petit peu le chemin pour moi, là, donc elle m'a beaucoup inspirée, finalement. Et dis-moi donc, Gabrielle, tu avais quel âge quand tu as réalisé toute cette belle entrevue? J'avais 24 ans, peut-être, 23 ans, 24 ans. Ouais. Mais j'ai travaillé beaucoup d'heures pour y arriver. Mais je suis contente de l'avoir fait. Par contre, je me voyais pas là, à long terme faire cet emploi-là qui était quand même demandant, aussi même physiquement. Mais je suis vraiment contente, ça a été une très très belle école. C'est vrai qu'en matière de parcours atypique, un des traits de personnalité des gens là, qui changent d'emploi puis qui aspirent à des postes professionnels, la persévérance, ça fait partie. Le travail acharné, on le voit aussi, Jean-François, là, t'es retourné aux études à quel âge, Jean-François? Est-ce que c'est indiscret de demander l'âge? Il n'y a rien d'indiscret. Je viens de terminer. J'avais quoi, 45-46 ans. Quand même, là, se retrouver sur les bancs d'école, de retourner, de se dire, je suis là pour réapprendre une nouvelle sphère de ma vie professionnelle que je veux peaufiner. C'est quand même tout à ton honneur, là, parce que c'est pas tout le monde qui sera en mesure de faire ça. En fait, c'est ça, je m'étais inscrit à 45 ans, j'ai commencé à 46 ans, c'est ça qui est... Quand même. Justement, ça m'amène à ma prochaine question. Je veux savoir, il y a des gens qui vont, j'espère, nous écouter. Au niveau des personnes, il y a des personnes qui aspirent à des postes professionnels, des postes de gestionnaire. Ils ont peut-être 23 ans, ils ont peut-être 46 ans, mais qui veulent accéder à ce genre de poste-là. Quel conseil vous pourriez leur donner à ces gens-là qui auraient le goût de faire le saut dans des postes professionnels ou des postes cadres? Moi, je dirais, premièrement, c'est de faire une réflexion personnelle pour savoir ce que tu veux, ce que tu veux plus. Puis c'est pas d'être négatif quand je suis loin d'être là. Mais de dire, par exemple, est-ce que faire un trajet, par exemple, Joliette-Montréal, est-ce que c'est encore ça que je veux? Eu égard au salaire. De dire, est-ce qu'un salaire, qu'un gros salaire vaut la peine de voyager? Là, on se pose la question. Première chose, qu'est-ce qu'on veut plus faire? Le nombre d'heures. Est-ce qu'on privilégie la qualité de vie ou le travail? Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être travaillant, loin de là. Mais il y a, je crois, un ménage qu'on doit faire dans un certain point. Ce n'est pas une question d'âge. C'est où on est rendu dans notre vie. À partir de là, un petit peu d'analyse de ses compétences ou qu'est-ce qu'on peut aller chercher de plus qui va faire en sorte de blinder notre dossier et faire en sorte que notre profil atypique soit vu plus comme une force que comme une faiblesse. Moi, dans mon cas, c'était le MBA, mais il y a d'autres alternatives qui peuvent être tout aussi intéressantes. C'est un défi que je me suis lancé, ça m'a été recommandé, mais pour tout le monde qui a le goût de faire ça ou qui a la possibilité de le faire. Donc, il y a d'autres outils, tu te dis, bon, je vais aller chercher telle chose, je vais démontrer à un employeur, oui, j'ai tel vécu professionnel, mes études, vous pouvez poser des questions, mais voici ce que je suis allé chercher, je suis en cours d'aller chercher pour être encore plus performant. Deuxièmement, au-delà de tout ça, être soi-même. C'est-à-dire, voilà ce que je peux apporter. Posez tout à l'heure la question au niveau de l'entrevue,
ce qui peut faire la différence. Gabriel, j'ai adoré ce que tu as dit en disant je vais prendre le contrôle de l'entrevue, moi, je vais vous montrer ce que je vais faire. Ça, c'est l'impétuosité de la jeunesse à cet âge-là, j'avais rien de plus beau que ça. Mais à quelque part, un employeur, c'est de dire ben, écoutez, moi, je suis capable de vous. Voilà ce que j'ai fait dans mon parcours, c'est ça que je suis capable de vous offrir. J'ai des outils pour gérer. Oui, je les ai. Les outils théoriques, je les ai. J'ai de l'expérience, j'ai un vécu. Mais en plus de tout ça, ce que je vais vous apporter, c'est X compétences. Moi, de mon côté, je crois que c'était toute la question la question relationnelle, la question humaine. Pour moi, comme je l'ai dit en entrevue, pour moi, les citoyens, c'est important. Le personnel est important aussi pour moi. Mon équipe, pour moi, c'est très important. Je ne voulais pas arriver là comme un matamor, mais un partenaire avec eux, partenaire de confiance. Certains cas vont demander peut-être quelqu'un, justement, pour brasser les choses. Moi, dans mon cas, je ne me voyais pas vraiment comme ce type de personne-là. Je me suis dit, capable de le faire. C'est ça la versatilité. Là. Par le Gabriel, tu as des cornettes de crème glacée, m'a cassé du tabac, puis et à lancer des baguettes de tabac, puis ainsi de suite, faire les foins, puis tout ce que tu veux. Là, ou en entreprise, je ne dirais pas tout ce que j'ai fait pour être là, mais et d'ailleurs, ça m'aide un peu dans mon travail aussi. Je veux pas. Si je vois un boyau de tracteur qui fuit, là, petite idée là, de ce qui peut arriver, là, sans être capable de le réparer moi-même, mais si j'entends qu'il y a un camionneur avec, qui va changer ses vitesses d'une mauvaise façon, mon oreille va me dire oh, attends une minute, il y a un danger de la transmission. Mais si je mets tout ça de côté, c'est d'être capable de dire avec un employeur, ben voilà moi ce que je peux t'apporter. Ce que j'ai de plus qu'un autre. Oui. Puis c'est pas par peur de le dire. On est atypique, c'est vrai. Mais atypique veut dire qu'on apporte quelque chose. On a une dimension supplémentaire à vous donner. On va être formé de la même façon qu'une personne qui théoriquement va dans le moule, mais nous on sort du moule. On a la perspective macro, mais on a beaucoup plus à vous offrir. Et si vous voulez investir un peu pour nous aider avec notre groupe d'apprentissage, je pense que vous allez avoir des bons résultats. Je pense que c'est cette confiance-là qu'il faut inspirer un employeur, mais en premier, qu'il faut avoir dans nous-mêmes. Parce que si on ne croit pas en ce qu'on dit, nous-mêmes, on ne réussira pas à inspirer personne, et l'expérience risque d'être pénible. Mais à partir du moment où on est convaincu, je viens là-dessus, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on peut offrir, je pense qu'on peut faire des belles choses. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Jean-François. En fait, même lors de ma première entrevue dans cette entreprise-là, j'en ai pas eu une, j'en ai eu 3 avant d'être embauchée. Parce que fallait que je prouve que effectivement j'avais les nerfs assez solides pour rentrer dans cette entreprise-là. Effectivement, j'avais un parcours atypique. Ceci étant dit, je devais leur prouver que j'avais la persévérance pour y aller. Donc, beaucoup de suivi téléphonique que j'ai fait. J'ai fait une entrevue pratique aussi, je me rappelle à l'époque. Donc, je pense qu'on doit leur montrer que oui, on a un parcours atypique, mais qu'on est prêt à travailler pour pallier finalement à nos lacunes finalement ou à notre manque d'expérience dans ce niveau-là. Donc, il ne faut pas avoir peur finalement d'être devant la personne. Puis lors de l'entrevue, bien souvent, c'est un one-shot deal, comme on dit, là. Donc, il ne faut pas avoir peur de un petit peu contrôler l'entrevue sans être impoli, mais justement leur prouver qu'on est capable de pallier à tout ça, puis d'être préparé à l'entrevue, là. De ne pas subir les questions, mais déjà avoir fait une réflexion à ce niveau-là. Puis d'ailleurs, c'est un petit peu ce que j'ai fait quand j'ai fait l'entrevue pour les ressources humaines, là. Donc j'avais un peu imaginé ce que ça pouvait être. Imaginez l'entrevue que j'ai passée. Je m'en rappelle encore. J'étais préparée. Non, pas du tout, ça a très bien été. Mais j'aime ce que vous dites parce que c'est ça les parcours atypiques. Ça prend de la confiance. Les gens doivent être préparés. Ils doivent surtout être préparés aux questions que les gens vont avoir à poser. On le sait qu'on a un profil atypique, le CV le dit, il y a des trous dans le CV, on a fait le tour du monde, on le sait qu'on l'a fait le tour du monde, on est content de l'avoir fait aussi, surtout avant la pandémie. Mais ça reste qu'on le sait qu'il y a peut-être des questionnements à avoir sur notre parcours. Donc, préparez-vous à répondre à ces questionnements-là. Faites en sorte de leader un peu l'entrevue et de dire, bien moi, je vais vous expliquer en quoi mes expériences atypiques sont pertinentes à l'emploi. Si je vous ramène au début, je vous ai parlé d'une coiffeuse qui est devenue peut-être une représentante sur la route ou peut-être une conseillère en développement des affaires. Comment ça se peut dans
dans un parcours de passer de coiffeuse à faire du développement des affaires, mais c'est toute une question de transfert de compétences et de connaissances. Une coiffeuse, dans son travail, elle a à travailler avec des gens, elle a à développer son entre-gens. En vente, on utilise beaucoup l'entre-gens. Elle a à faire du service à la clientèle. En vente, on fait beaucoup de services à la clientèle. Elle doit travailler avec l'argent, elle doit compter de l'argent, elle doit fixer un prix à ses clients. En vente, c'est ce qu'on fait. Elle doit aussi faire de la gestion de temps. Une coiffeuse, elle doit avoir un agenda, elle place ses rendez-vous, les clients arrivent en retard, les clients arrivent en avance. Ça reste qu'il y a de la gestion de temps. Même chose si elle se retrouve dans un poste de conseiller ou conseillère en développement des affaires ou représentante sur la vente. Ce n'est que des infimes compétences que je peux vous nommer qui sont transposables et c'est ce que vous devriez mettre en valeur lorsque vous allez aller en entrevue. Même chose, je vous ai parlé de quelqu'un qui est spécialisé en technologie de l'information, une personne en TI, comme on les appelle, très fort au niveau de l'informatique, au niveau des programmations. Mais cette personne-là, elle a obtenu un poste de directeur dans une banque. C'est un peu atypique comme parcours parce qu'on pense tout de suite qu'un directeur dans une banque, il va avoir un MBA ou il va avoir une scolarité incroyable. Mais cette personne-là, elle utilise présentement un paquet de compétences qu'il a acquis lorsqu'il était le gars des TI. C'est-à-dire qu'au niveau des compétences, l'analyse, quelqu'un qui est en TI analyse beaucoup les chiffres, analyse la programmation, fait il entrecouple des données, il se sert de la donnée pour livrer un travail. Un banquier, ça sert vraiment beaucoup de la donnée pour livrer un travail. Ça l'analyse, ça regarde les chiffres, c'est capable aussi de parler avec les gens, mais c'est aussi capable d'utiliser tout ce qui est la donnée financière pour monter des dossiers pour des clients. Il y a plein de compétences comme ça qu'on oublie. Souvent, on regarde sur un CV ou sur l'offre d'emploi, on regarde les compétences. Puis on se dit, oh mon Dieu, je les ai peut-être pas, j'ai pas été dans le secteur d'activité. Mais si vous vous mettez à chercher même dans vos expériences personnelles, je suis convaincue que vous avez des expériences personnelles qui peuvent vous être utiles dans des postes que vous aspirez à être comblés, que vous aspirez à combler, que vous aimeriez, dans lesquels vous aimeriez vous développer. Et c'est souvent le saut entre un poste de type technique vers un poste de type professionnel ou cadre. Donc, des fois, on se sent comme des imposteurs dans ce saut-là qu'on doit faire. Fait que moi, je vous invite fortement à faire une révision de vos compétences transversales, de toutes vos compétences personnelles. Puis peut-être quelques petits trucs aussi pour les chercheurs d'emploi. Soyez transparents dans votre parcours. C'est sûr, là, on va vous poser des questions. Mentir, c'est pas une bonne idée. Ceci étant dit, dites-en pas trop non plus. C'est-à-dire que des fois, on veut tellement répondre aux questions, puis on se dit, hey, moi, c'est sûr qu'ils vont me poser cette question-là. On arrive, première question. Ah, je le sais, vous avez vu ça là, dans mon CV, mais là, je vais vous expliquer. Attendez que la question vienne. Quand la question viendra, vous répondrez avec honnêteté à cette question. Donc, ça fait peut-être partie des petits trucs comme chercheur d'emploi pour vous préparer. J'ai un petit conseil aussi pour les employeurs et les chercheurs, les recruteurs, les chasseurs de tête. Là. Essayez de lire au-delà du CV. Oui, il y en a un CV et c'est ça que ça sert. Mais quand vous hésitez sur une compétence ou sur une expérience, quand vous voyez un bac en sciences politiques, demandez-vous qu'est-ce que ça fait un bac en sciences politiques? Qu'est-ce que les gens apprennent? Qu'est-ce qu'ils ont développé comme compétences? Et si vous n'êtes pas sûr, prenez le téléphone et appelez les candidats. Posez-leur vos questions, vos inquiétudes. Allez au-delà de vos préjugés aussi, parce que, comme vous savez, la pénurie de main-d'œuvre nous amène à nous questionner grandement sur nos façons de faire. Je pense qu'il y a vraiment des avantages à utiliser des gens avec des parcours atypiques. Premier avantage, on l'a vu, c'est des gens extrêmement persévérants. Des gens curieux qui retournent même sur les bancs d'école après plusieurs années. C'est assez fréquent chez les parcours atypiques.
c'est des gens qui ont une grande vision globale, puisqu'ils ont vu toutes sortes de métiers, toutes sortes de secteurs d'activité. Donc, sont en mesure de regarder globalement qu'est-ce que c'est un poste ou une fonction. C'est aussi des gens qui aiment les gens. C'est souvent des gens qui ont développé tout ce sens politique-là, le sens de l'influence, puis vraiment d'aimer rencontrer les gens en général. C'est aussi des gens dans les parcours atypiques qui n'ont pas peur du défi. C'est du monde qui se lance. Un peu comme moi aujourd'hui là, avec mon balado. C'est vraiment important. C'est des gens qui vont aussi démontrer à une équipe, si on va faire de la gestion des ressources humaines, ils vont démontrer à quel point c'est important la collaboration. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser des gens avec des parcours atypiques. J'espère que ça vous a plu, notre premier balado. J'ai un autre défi qui m'attend. Mon équipe est tannante un peu et j'aime bien sûr. Ils m'ont mis dans un petit pot ici. Un prochain défi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je dois piger. Je vais vous le partager en live, le direct ici. Ça peut être un défi, ça peut être une question à propos de moi, de mon métier, à propos de ce que l'on fait chez Alliance Ressources Humaines. Et je vais m'assurer dans un prochain balado ou un Facebook Live ou un blog de répondre à cette magnifique question. Donc, je pige, je regarde pas, je pige. Ça serait drôle qu'il ait mis tout le monde la même question, mais je pense pas. Alors, je lis la question. Outre les ressources humaines, quel est ton pire défaut? Ça va être vraiment dur. Je vais devoir y penser, mais je vous promets que je vous donne la réponse bientôt. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Puis, bien sûr, on vous invite à aller consulter nos réseaux sociaux, notre site Internet, à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires positifs et constructifs. Donc, je vous remercie.